Un truc à la mode ces temps-ci est le souverainisme. C'est ainsi que certains prônent une sortie ou un assouplissement de la communauté européenne dans le but de retrouver notre souveraineté. Ce discours est séduisant, ce qui nous donne l'impression que l'on gagnerait en liberté. Mais qu'en est-il dans la réalité? Émanent en effet des institutions européennes, des lois, des réglementations qui s'imposent à nous et limitent notre liberté. Mais du moins, cette communauté n'est-elle pas démocratique? À sa tête se trouvent plusieurs collèges, dont l'Assemblée élue directement par tous les citoyens. Les conseils, où siègent les chefs d'État et ministres nationaux, eux-mêmes plus ou moins directement élus par l'ensemble de leurs concitoyens. Ainsi qu'une commission dont le président est élu par le Parlement et les autres membres par les conseils. De plus, un référendum d'initiative citoyenne y est également possible. Il s'agit donc clairement d'une démocratie certes indirecte. À l'inverse, bien des États dans le monde ne sont nullement démocratiques. Je pense aux monarchies absolues, bien sûr, mais encore aux nombreuses fausses démocraties où les élections sont truquées et où toute critique du gouvernement est sévèrement réprimée, au nom du peuple, bien sûr. Certes, ce n'est pas le cas en France, celle-ci pouvant être qualifiée de démocratie indirecte. Et donc, quel serait concrètement le gain de liberté qui résulterait de la suppression des institutions européennes, puisque cela nous ferait passer d'une démocratie indirecte à une démocratie indirecte? Après, on peut justifier son souverainisme en arguant que la démocratie indirecte française serait plus démocratique que l'européenne. Mais clairement, ces différences ne sont pas énormes. Ce qui s'imposerait ici, plutôt que de faire ce genre de comparaison, est évidemment d'œuvrer à plus de démocratie, tant au niveau national qu'européen, puisque ces institutions ne sont pas immuables et largement améliorables. C'est d'ailleurs ce que je vais faire tout à l'heure. On peut également arguer que dans une démocratie constituée d'un plus grand nombre d'individus, chacun y est moins libre. Cela est évident lorsque ce nombre passe de 1 à 2. C'est pourquoi certains renoncent à la vie en couple. Mais ce gain se réduit rapidement ensuite. Il est nettement moindre lorsque l'on passe de 2 à 3, encore moindre de 3 à 4, etc., de sorte qu'il devient insignifiant au-delà d'une centaine d'individus. Et donc, là, passer de 70 millions à 450 millions, ça ne change rien. Et encore, j'ai pris le cas extrême où l'Europe ne formerait qu'un seul État. Or, actuellement, avec le principe de subsidiarité, on est très loin de ça. Les souverainetés nationales sont encore bien présentes. Mais, me dira-t-on, il n'y a pas que le nombre qui compte. Il y a aussi la nature des nouveaux arrivants. Et en effet, imaginons l'arrivée d'un nouveau colocataire. Ma réduction de liberté va-t-elle être la même selon que celui-ci est d'un naturel plutôt conciliant ou au contraire particulièrement borné et querelleur? Sauf que ce genre de considération est-il pertinent au niveau interétatique qui nous intéresse ici? Il y a certes des divergences d'intérêts entre les différents pays, mais celles-ci ne résultent-elles pas précisément du découpage en États distincts, ne partageant pas un intérêt commun, de sorte qu'une unification judicieuse va précisément les éliminer? Et la notion d'intérêt commun, n'est-ce pas là un principe fondamental de l'Union européenne, censé empêcher les guerres dont l'Europe avait été régulièrement le théâtre jusqu'à la mise en place de cette union dans les années 1950? En fait, l'arnaque du souverainisme repose sur une identification hâtive de l'individu, soi-même donc, avec l'État dont il fait partie. Certes, en quittant l'Union, l'État est plus libre de faire ce qu'il veut, mais l'État n'est pas une personne, ce n'est pas moi. Et c'est mon incorporation au sein de ce groupe, l'État donc, qui réduit surtout ma liberté. Quant à ces réglementations européennes qui nous empêcheraient de vivre, si elles n'émanaient pas de l'Europe, elles émaneraient de l'État ou d'un conseil départemental, peu importe. La restriction de ma liberté serait la même. La vraie question est de savoir si ces contraintes sont justifiées ou pas. Car une liberté n'est pas la liberté. Toutes nos aspirations ne sont pas équivalentes. Le désir de tuer n'est pas aussi vital
que celui de ne pas être tué, par exemple. On comprend donc que réduire certaines libertés peut augmenter notre liberté globale, celle qui importe vraiment. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai supposé jusqu'ici que notre liberté décroissait, certes de plus en plus lentement, lorsque la population de la démocratie à laquelle on appartient augmente. Mais est-ce nécessairement le cas? Mettons qu'au sein d'une communauté autarcique, il s'avère nécessaire de déplacer une poutre de plusieurs tonnes. Si je suis le seul membre de cette communauté, cela va m'être difficile. On voit donc que grâce à la coopération, à plusieurs, on peut faire plus de choses, sans même parler de la spécialisation. On voit donc que notre liberté individuelle réelle peut augmenter avec la population de notre communauté. Mieux, si au lieu de former plusieurs unités égoïstes, nécessairement rivales dans notre monde interconnecté, l'on réunit tout le monde autour d'un but commun, il y aura non seulement plus de coopération, mais aussi moins de conflits. Bien sûr, la liberté individuelle au sein d'un groupe dépend d'autres facteurs. Par exemple, un système où l'on vote pour des personnes qui vont décider à notre place semble moins libéral qu'un système où l'on vote directement pour les lois. De plus, une démocratie directe limiterait le risque de dictature, les conflits pour le pouvoir. Mais comment s'y prendre? De bonnes décisions nécessitent souvent du temps, de la compétence, de sorte qu'on ne peut exiger que tous les citoyens se prononcent sur tous les sujets. Et si seuls les volontaires le font, cela n'introduira-t-il pas des biais importants? Et de plus, n'oublions pas qu'en démocratie directe, notre liberté reste limitée par la règle de la majorité, puisque notre avis n'est pas forcément majoritaire. Pour améliorer cela, il faudrait faire en sorte que les décisions prises conviennent à une majorité aussi large que possible, idéalement plus proche, disons, de 100% que de 50%. Pour ce faire, on pourrait imposer que ces décisions se conforment à des objectifs convenant au plus grand nombre possible, par exemple la paix, la justice, la prospérité pour tous. Qui donc souhaite la guerre, l'injustice et la misère? Concrètement, on pourrait confier chaque décision à un panel de citoyens, de préférence tirés au sort parmi ceux ayant les compétences éventuellement nécessaires, lequel délibérerait de façon transparente. Et de plus, on permettrait à tout citoyen qui le souhaite d'intervenir pour faire des propositions ou corrections, mais en respectant quelques règles pour que cela soit efficace, évidemment. On aurait ainsi une bonne assurance que les meilleures décisions soient prises. Un tel système serait clairement plus libéral et harmonieux. J'invite ceux qui veulent approfondir un tel projet, qui peut être porté aussi bien d'ailleurs au niveau européen que national ou même communal, à le faire sans tarder. Ça s'appelle Lucratie et j'ai déjà fait des présentations là-dessus. Mais que devient donc l'aspiration à la souveraineté dans tout ça? Pas grand-chose, non? Mais entendons-nous bien. Il ne s'agit pas pour moi de dire qu'il faut privilégier l'unification dans tous les cas. Celle-ci doit se faire dans un sens démocratique déjà. Si un peuple est opprimé par une puissance étrangère, son souverainisme est bien compréhensible, pour ne pas dire légitime. Aussi, un souverainisme temporaire, stratégique, peut être parfaitement justifié, par exemple pour expérimenter une Lucratie. Mais alors on ne perdra pas de vue une unification à plus long terme, car de petites unités, même démocratiques en interne, peuvent fort bien se faire la guerre. Et j'invite là encore à ceux que le sujet de la paix intéresse à voir mes propositions à ce sujet. Ma dénonciation visait ici le discours démagogique se contentant de séduire avec les concepts de souveraineté, d'indépendance, d'autonomie, par une illusion de liberté. Discours d'ailleurs très prisé par les dictateurs ou aspirants dictateurs de tout poil, puisqu'il sert leur intérêt évidemment. Et comme toujours, si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que j'ai dites, expliquez-moi en commentaire, c'est ainsi que l'on peut progresser mutuellement. Et dans tous les cas, n'oubliez pas de promouvoir ce qui élève le niveau des débats, car si vous ne le faites pas, la paresse humaine, bien naturelle, et la logique du marché aussi aidant, ce sont l'abrutissement et la démagogie qui continueront de sévir, et donc la guerre, l'oppression, l'injustice, etc. Merci de votre attention, voire de votre collaboration.